Alors, on poursuit sur ce que vous avez fait hier avec les primitives d'une fonction. Donc vous avez avancé dessus. Je vais juste parler pour pointer sur les exemples et sur les choses importantes, une sorte de feedback. Donc vous avez pu compléter, ce qui vous permettra de mieux appréhender ce que je vais dire. Donc si on recommence, et donc on a le grand 2 primitif d'une fonction, on commence avec le petit 1, définition, avec le lien entre deux primitives. Déjà, pour aborder, une fois qu'on a deux primitives, ce qu'on peut dire l'une par rapport à l'autre. Donc déjà, ce qu'est une primitive par rapport à la partie au-dessus, donc la démonstration de la dérivabilité et de la dérivée de cette fonction R. Donc on va mettre ça en place. Donc définition d'une primitive. Alors déjà on part d'une fonction f qui est continue sur l'intervalle i, une primitive de f sur i. Alors attention, c'est très important, une et pas la primitive. Une primitive de f sur i est une fonction grand F qui, elle, va forcément être dérivable sur le même intervalle, telle que la dérivée de grand F sera égale à petit f. Donc tel que grand F' égale à petit f. Alors, pour les élèves, faites très attention à comment vous écrivez grand F par rapport à petit f. Il faut que l'on voit bel et bien une distinction entre les deux. Donc celle d'avant c'était phi, mais par convention, on préfère noter petit f et grand F pour une primitive. C'est une convention, c'est pas une obligation, mais c'est une convention, on s'y retrouve plus facilement, et vous vous faites mieux comprendre, et puis même vous serez plus habitué à reconnaître qui pourrait être une primitive ou pas. Donc voilà, faites bien une distinction, surtout pour ceux qui ont plutôt une belle écriture détachée, le petit f et le grand F se ressemblent malheureusement, et donc on ne comprend plus. Donc tel que grand F' est égal à petit f. Donc ça pour tout x de i. Et donc maintenant, lorsque on a une fonction petit f qui admet une primitive que ici je vais noter phi, voilà, je l'ai trouvée, hop, on peut la manipuler. Eh bien, en conséquence, directement lorsqu'il en existe une, notée phi, eh bien, elle en admet en fait une infinité. Donc déjà c'est pas mal, voilà pourquoi j'ai appuyé sur le une et pas la primitive, parce que la primitive ça n'a aucun sens. Pour cette partie-là, on verra pour la suite, mais la primitive d'une fonction f, ça ne marche pas. Sans précision, ça ne marche pas. Donc dès que j'en ai une, en fait j'en ai une infinité. Et en fait j'ai un lien entre chacune d'elles. Donc si je prends une fonction grand F primitive quelconque de petit f, eh bien il y a un lien entre la fonction grand F et la fonction phi. C'est que la différence de ces deux primitives, du coup, puisque ce sont deux primitives, eh bien c'est une constante. Donc on note ça, grand F de x égale à phi de x égale à phi de x plus k. Donc ça vous l'avez noté, c'est juste pour que ça parle un peu ce que je suis en train de dire. Donc grand F de x égale à phi de x plus k, où k sera une constante réelle. Et donc ça c'est quand même assez fort, parce que peu importe la primitive, en fait elles sont, il y a une différence entre elles d'une constante. C'est-à-dire que grosso modo c'est à peu près la même. Donc on sait que quand on a une fonction et qu'on additionne une certaine constante, les variations ne changent pas, et donc on a quelque chose d'assez semblable. Donc vous avez la démonstration au sein du cours qui a été donnée, donc déjà pour revenir dessus, si je prends une fonction, la fonction phi qui est la primitive, si je fais phi de x plus k, eh bien j'obtiens une autre primitive. Comment on fait pour démontrer ça? Eh bien, il suffit de dériver. Si je dérive phi plus une constante, je sais que phi, ça va être phi prime, c'est-à-dire petit f, puisque phi est une primitive, et plus la dérivée de k, mais comme k est une constante, plus 0. Donc phi plus k est encore une primitive, et comme des réels, il y en a une infinité, donc ça permet de démontrer que f admet une infinité de primitives. Et donc, réciproquement, si je prends une autre primitive, il faut que je montre qu'elles sont distantes l'une de l'autre d'une constante réelle. Et donc là, je vais faire une petite transformation, je vais considérer la fonction qui va être la différence de ces deux fonctions, donc grand F,
et une primitive quelconque, et phi, notre primitive à nous. Si je dérive les deux, eh bien je trouve 0. Donc je sais d'après le cours que lorsque la dérivée est toujours nulle, eh bien la fonction est, enfin la fonction de départ, hein, celle qui n'est pas dérivée, donc grand f moins phi est une constante. D'où cette écriture. Donc là vous avez la démonstration spécifiquement. Donc ça permet d'avoir des conséquences assez intéressantes. En particulier sur la fonction qu'on avait notée, la fonction R, hein, donc, qui est ici, sur l'intervalle AB, où f est une fonction continue et positive sur cet intervalle. Et bien, si je prends une fonction quelconque, puisque celle-ci est une primitive d'une fonction f, et bien une primitive quelconque, c'est phi de x plus k. A priori, hein, phi de x plus k. Mais je sais quelque chose sur celle-ci, c'est... Alors, déjà, je peux la noter, donc je vous laisse compléter hein, la ligne complètement. Moi, je mets juste quelques petites indications pour que ça parle. Hop. Je vais juste mettre ça. Donc, je sais que si je prends grand f une primitive quelconque de la fonction f, eh bien, elle est distante de phi d'une constante réelle. Donc, je peux écrire ceci. Si maintenant j'évalue en a, par exemple, eh bien, grand f de a, ça c'est embêtant, grand f de a, eh bien c'est phi de a plus k. Donc regardons phi de a, puisqu'on a l'expression, c'est l'intégrale de a jusqu'à a, hein, de f de t dt. Autrement dit, c'est un domaine qui est délimité par l'axe des abscisses, par la courbe f, et de gauche à droite, eh bien ça démarre à a et ça s'arrête à a. Donc autrement dit, j'ai juste un segment. Donc phi de a est égal à 0. Donc du coup, k est égal à f de a. Et donc, c'est déjà une petite remarque, hein, pardon, n'importe quoi, si je dis un truc et que je le fais pas, 0 plus k, donc k. Donc la distance qui unit grand f, une primitive quelconque, avec phi, c'est justement la constante qui est égale à grand f de a, la constante qui les sépare. Et donc, si maintenant je regarde la même chose, mais cette fois-ci en b, eh bien, je vais l'écrire tout de suite, comme ça ce sera plus simple. Hop. Donc, si j'évalue ça en b, donc je remplace x par b, j'ai donc phi de b. L'intégrale de a à b de t, hein, c'est donc phi de b. Alors, phi de b, eh bien, je peux le remplacer là-dedans, phi de b, eh bien, hop, si je fais passer le k de l'autre côté, ça revient à grand f de b moins k. Donc, ce qui est noté là. Sauf que k, c'est aussi grand f de a. Donc, j'ai grand f de a. Cette partie-là, peut-être tout seul, c'était un petit peu embêtant, donc je recommence. On commence à déterminer le fait que grand f de a, en fait, c'est k. Alors, c'est pour comprendre hein, ce qui va suivre derrière. Hein. Par la suite, on vous donnera ce genre de définition, il suffira de l'apprendre, et ça sera suffisant. Cette remarque-là, c'est juste pour construire le cours. Si vous ne la retenez pas, c'est pas très grave, mais c'est logique, ça se construit bien. Et quand on remarque que grand f de a est égal à k, en fait, on peut directement calculer l'intégrale. C'est-à-dire que tout ce qu'on cherche à savoir sur une aire entre a et b sous une certaine fonction, eh bien il suffira de déterminer une primitive et de faire grand f de b moins grand f de a. Ce qui est quand même plutôt pratique. Pourquoi? Eh bien c'est justement l'explication qui est là. Hein. Grâce à cette fonction r, et en prenant une primitive quelconque, et vraiment quelconque, pas forcément, même celle-là d'ailleurs, mais pas forcément celle-là, je sais d'après la démonstration qui est avant, qu'elles sont distantes de k. En remplaçant x par a, j'ai une information sur phi, donc je l'utilise, ce qui me donne grand f de a égale à k. Ce truc-là, écrit autrement, c'est phi est égal à grand f de x moins k aussi, donc en particulier pour b. Phi de b est égal à grand f de b moins k. Et phi de b, eh bien c'est cette intégrale-là, autrement dit l'aire sous la courbe au-dessus de l'axe des abscisses entre x égale à a et x égale à b, donc exactement ce que je cherche depuis le début. Et donc ça revient à grand f de b moins grand f de a en remplaçant k par grand f de a. Donc voilà, notre point en fait grosso modo s'arrête là.
une fois qu'on a ça, on a tout. Le reste, c'est du blabla pour être plus général, pour être plus rigoureux, puisque là, on a un problème, la fonction, elle est forcément positive, et si elle n'est pas positive, ça fait quoi? On n'a pas de propriété sur l'intégrale, donc c'est un petit peu embêtant, donc plus on connaît de choses, et plus on sera à l'aise avec cette fonction, et vous verrez qu'en fait, cette fonction, elle est néanmoins assez simple, et il y a plusieurs propriétés qui sont, on va dire, logiques, juste en utilisant des interprétations graphiques avec les aires. Et dernier point qui là est important pour ce que vous avez vu en physique et en SI, avec les équations horaires en particulier, puisque vous avez vu lorsque vous aviez l'accélération qui était constante, qui correspond à la constante gravitationnelle, donc G, et que l'objet est soumis à cette constante, que vous cherchiez la vitesse et puis aussi sa position en fonction du temps. Et donc pour ça, il fallait primitiver ou intégrer, tout dépend le langage qu'utilise le prof de physique ou le prof de SI. Donc c'est pas tout à fait intégré, hein, c'est primitiver. On cherche une fonction, donc primitive, donc c'est notre fonction grand F. Donc si petit f, ça correspond à la constante gravitationnelle, à l'accélération, et bien une primitive, ce sera grand F. Celle-ci correspond donc à la vitesse. Et si j'ai la vitesse, petit f, grand F sera donc la position. L'équation horaire de la position de l'objet que je considère en fonction du temps. Et donc, le problème c'est que j'ai plusieurs primitives. C'est un petit peu embêtant si je cherche à avoir la position précise de l'objet ou la vitesse précisément de l'objet à tel moment. Il ne peut pas avoir une infinité de vitesse, c'est pas possible. Donc pour ça, pour régler ce problème-là, c'est pas une entourloupe, c'est pas de la magie, c'est juste que comme il y a une constante qui permet de régler le problème, tout comme on l'a fait ici, avec une valeur, hop, on règle le problème puisqu'on saura déterminer la valeur de k, c'est notre primitive, etc., etc. Donc du coup, si j'ai comme information sur mon objet que la vitesse initialement, au départ, est nulle, et je sais par exemple que lorsque t égale à 0, bien la vitesse est égale à 0, si ma primitive passe par là, c'est fini. J'ai trouvé la primitive qui fonctionne. Puisque comme j'en ai plein, il y en aura plusieurs, mais il n'y en aura qu'une qui va passer par ce point-là. C'est celle que je cherche. Évidemment, c'est la vitesse de mon objet. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'une, point. Et pareil, donc c'est ce qu'on appelle les conditions initiales, souvent notées C.I, enfin l'abréviation. Donc qui sont ici, conditions initiales. Voilà, CI. Et donc si je prends une primitive quelconque de petit f, et que je considère un réel x0 de mon intervalle sur lequel je travaille, un réel y0 quelconque, et bien il va exister une unique primitive grand f, vérifiant les conditions initiales, c'est-à-dire grand f de x0 égale à y0. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit d'en trouver une, on met une constante, et puis il faudra trouver la constante. C'est-à-dire que lorsque j'ai on va noter un petit peu plus. Donc, par rapport à ce que vous avez noté sur le cours. Donc si je prends une primitive quelconque de f, et que je considère mes conditions initiales, pour trouver la fonction primitive, eh bien c'est tout simple, il suffit de remplacer x par x0, et de dire que phi de x0 plus k, c'est la valeur d'une primitive quelconque en x0, et je cherche à vérifier qu'elle passe par y0. En faisant passer phi de x0 d'un côté, je trouve k. C'est une équation toute simple, k n'est pas au carré, donc c'est une équation du premier degré. Je trouve une primitive, je rajoute une constante quelconque, et je cherche à trouver phi de x0 plus k égale à la constante qui m'est demandée, c'est-à-dire y0. Donc je trouve k. Et elle est unique, par définition, c'est y0 moins phi de x0, point, c'est fini. Et ça marche pour n'importe quelle primitive trouvée au départ. Donc on va trouver une extrêmement simple, et puis après basta. Alors, comme certains sont arrivés, comme la plupart même sont arrivés au tableau, vous avez donc fait cet exemple-là. Donc on va regarder. L'exemple, vous avez trois fonctions qui sont quand même bien différentes. Et on vous demande de montrer quelles sont les primitives d'une même fonction. Donc pour ça, on pourrait faire des calculs et des calculs et des calculs, autant essayer de limiter les calculs, puisque c'est assez compliqué. Donc si je prends
la fonction f. Si c'est une primitive d'une fonction, eh bien, la fonction, je vais la trouver en la dérivant. Par exemple, si je calcule f' de x, c'est de la forme ln de u, c'est donc u' sur u. U, c'est 3x, la dérivée de u, c'est 3, donc sur 3x, c'est-à-dire 1 sur x. Autrement dit, f est une primitive de la fonction inverse. Donc déjà, pour répondre à la première question, montrer qu'elles sont primitives d'une même fonction L. Donc, L de x, eh bien, il suffit de dériver les deux autres et de montrer qu'on a exactement la fonction inverse. Donc, c'est parti. G' de x, c'est une somme de deux nombres. Ici, 5 est une constante, donc ça disparaît. Et la dérivée d'ln de x, on sait que c'est 1 sur x. Donc c'est bel et bien égal à la même chose. Et je fais pareil avec la fonction h, que je dérive. Donc j'ai e moins ln de 1 sur x. E est une constante additive, donc ça fait 0, ça disparaît. Puis j'ai moins ln de 1 sur x, donc moins, et j'ai ln de u. Donc dérivée d'ln de u, on l'a fait tout à l'heure, c'est u' sur u. Alors u, c'est 1 sur x. Alors je vais noter comme ça. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc je vais simplifier ça. J'ai moins et moins, ça disparaît. J'ai un quotient avec au numérateur un quotient, au dénominateur un quotient. Donc je vais avoir 1 sur x carré fois l'inverse de 1 sur x, c'est-à-dire donc x. Donc il suffit de faire une petite multiplication, et donc ça se simplifie en 1 sur x, c'est-à-dire L de x. Donc ceci permet de dire bel et bien que les trois fonctions f, g et h sont primitives de la même fonction L. Et je peux en trouver d'autres, évidemment. Alors, c'est un peu étrange déjà, on peut remarquer ça, que par rapport au théorème, les primitives sont distantes l'une de l'autre d'une constante. C'est-à-dire que f de x, c'est g de x plus une constante, même si ça paraît pas évident. Donc pour ça, si vous ne le voyez pas, il suffit de faire la différence des deux. Alors on peut aussi utiliser une propriété sur ln de 3 fois x. Ln d'un produit, ça se transforme en somme. Donc j'ai ln de 3 qui est une constante, plus ln de x. Et là j'ai ln de x plus une constante. Donc, si je fais la différence des deux, les ln s'enlèvent, et j'ai 5 moins ln de 3, ou ln de 3 moins 5, suivant comment on fait la différence. Quoi qu'il arrive, j'ai une différence de deux constantes, c'est une constante. Et là de même, c'est un peu tarabiscoté pour avoir le fait que moins ln de 1 sur x, en utilisant une autre propriété, le moins il peut rentrer, ou ln de 1 sur x on peut se simplifier en moins ln de x, donc moins moins ça fait plus, et donc j'ai e plus ln de x. Quoi qu'il arrive, j'ai ln de x plus une constante, et donc j'ai exactement ce que je veux. Alors, revenons sur ce procédé-là pour déterminer la primitive grand L de petit l sur i, c'est-à-dire 0 plus l'infini, tel que grand L de 1 est égal à 0. Je prends donc une primitive quelconque, et la primitive que je cherche, je vais la noter grand F. Donc ça, c'est la primitive qui m'intéresse. Alors, je ne vais pas la noter grand F, puisque dans l'énoncé, c'est noté grand F. Donc je sais que c'est, par exemple, f de x plus k, ou g de x plus k, ou h de x plus k. J'en prends une, point. De toute façon, ça va me donner le même résultat. Donc je prends f, c'est-à-dire ln de 3x plus k. Voilà, c'est la fonction qui m'intéresse. Alors évidemment, je ne la connais pas, puisque ça dépend de k. Moi, ça m'embête. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser la condition initiale. Par exemple, au temps t égale à 1 seconde, eh bien, la position de mon objet est égale à 0, pile là au point de départ. Donc je me laisse 1 seconde pour démarrer l'équation horaire de la position de mon objet, par exemple. Donc, si elle vérifie la condition initiale, L de 1 égale à 0, et bien je remplace. J'ai donc ln de 3 plus k égale à 0, ce qui me donne k égale à moins ln de 3. Et puis bah, c'est terminé. On a donc
la fonction grand L, la primitive recherchée, c'est ln de 3x et plus k, c'est-à-dire moins ln de 3. Alors évidemment, si à la place de petit f j'utilise g ou h, le k ne va pas être le même, mais le résultat final, le résultat lui va être vraiment la même chose dans tous les cas. Peu importe la fonction, même si on en prend une autre. Par contre, on peut simplifier en utilisant une propriété, donc ça fait ln de 3 plus ln de x moins ln de 3. Et si on continue de simplifier, eh bien, on obtient juste ln de x, la fonction que vous connaissez bien. Et c'est évident, on n'avait même pas besoin de faire ça puisqu'on l'avait étudié. On cherche une primitive de 1 sur x, telle qu'en 1, j'obtiens 0. Quelle fonction, quand je la dérive, me donne 1 sur x? Je connais bien, c'est ln de x. Et en plus, ln de 1, ça vaut 0. Donc je savais que c'était celle-là. Donc voilà pour l'exemple. Alors, on fera des exercices, hein, évidemment, mais pour l'instant, on avance sur le cours. Donc, primitive. Ça reste pas simple, hein, on reste sur des choses théoriques. Donc, commençons par un gros théorème. Toute fonction continue sur un intervalle i admet forcément des primitives sur i. Et donc, ce théorème, on ne peut pas le démontrer rigoureusement, puisqu'il nous faut déjà un lemme, une propriété au préalable, et puis nous on va travailler sur un intervalle de la forme AB. On pourrait travailler avec un intervalle ouvert, un intervalle infini, du type 0 plus l'infini, mais au lycée on n'est pas capable pour le moment. Il faut attendre, quoi qu'il arrive, même jusqu'à la fin de l'année, on n'est pas capable. Ça demande des notions supérieures, et donc il nous faut en plus, dans le cas simple de l'intervalle fermé AB, une autre propriété qui nous dit que lorsqu'on a une fonction continue sur un intervalle AB, et bien forcément la fonction admet un minimum et la fonction admet un maximum. Donc ça paraît évident, hein, et tout ce qui est évident doit se démontrer, et donc nous on ne peut pas le démontrer, et donc on va admettre ce résultat-là. Donc c'est pas une démonstration très très rigoureuse, puisque ça fait reposer l'ensemble sur une autre propriété admise. Et donc vous avez le théorème qui vous dit que si elle admet un minimum, eh bien on va l'appeler m, et puis au final on va étudier la fonction f de x moins m, qui elle est donc toujours positive, en plus elle est continue, et comme elle est positive, eh bien on va pouvoir utiliser le théorème d'avant, avec la fonction r. Et donc elle admet une primitive, et si elle admet une primitive, elle en admet une infinité. Et puis, alors le problème c'est qu'on n'aura pas une primitive de petit f, mais de petit f moins m, et bien en prenant la primitive qu'on aura trouvée plus mx, parce que quand je le dérive j'obtiens m, les m vont se compenser, et j'aurai donc une primitive de f, une fonction continue de signe quelconque. Bon voilà, il n'est pas très important ce théorème, parce qu'on ne va pas l'utiliser. Nous, dès qu'on a une fonction, elle est forcément continue au lycée, donc elle admet des primitives, point, c'est fini. Mais néanmoins, ça se démontre sous ce lemme qu'on ne connaît pas, mais qui paraît quand même assez évident. Alors, on va remplir ce tableau. Enfin, vous l'avez, hein, mais le procédé aurait dû être rappelé en cours, et normalement vous auriez dû le trouver et le remplir tout seul. Donc lorsque j'ai une fonction ici, je cherche une primitive là, l'intervalle reste pareil comme pour le tableau des dérivés, à une condition près sur les intervalles. Donc si je considère une fonction m, je cherche une fonction telle que quand je la dérive, j'obtiens m. Par exemple, si j'ai 1, quelle fonction quand je la dérive me donne 1? Donc normalement vous auriez dû me dire x. Si j'ai 2, vous auriez dû me dire 2x. Et donc m, j'obtiendrai mx. Et ça, la fonction, la primitive, celle que vous aurez pris, est une fonction définie sur R. Elle n'est pas coupée, un intervalle n'est pas en deux bouts. Et donc, évidemment, c'est une primitive. Dans certains tableaux que vous auriez pu trouver dans différents bouquins, il y a souvent les primitives. Et donc, au lieu de mettre juste mx, ils auraient mis mx plus grand C. Ah, évidemment, c'est le même. Ou mx plus k, une constante réelle. Et là, ça aurait été donc toutes les primitives. Moi, j'ai simplifié en mettant juste une primitive, et donc j'ai pas de constante. Et de toute façon,
L'utilisation qu'on en fera des primitives ou qu'on en aurait fait au bac, c'est juste du calcul d'air, et donc on cherchait une primitive et souvent on ne met rien derrière. Donc primitive de x puissance n, donc là je vous aurais rappelé le fait que quand on dérive, quand on passe du milieu à gauche, on descend d'un cran dans les puissances, et donc eh bien, vous auriez dit que forcément il y a x puissance n plus 1, et effectivement c'est le cas, mais si je dérive x puissance n plus 1 et le n plus 1 passe devant, je ne le veux pas, donc il aurait été multiplié, et il aurait fallu le mettre en division. Et on aurait fait ça partout dans ce tableau. Un tableau que vous avez rempli. Alors, juste évoquer quelque chose sur ce point. Donc 1 sur x, donc c'est la fonction bien connue ln de x. Bon, par contre, si je mets ça, c'est sur 0 plus l'infini. Donc c'est pas terrible. Et dans certains livres, vous auriez trouvé à la place de ln de x, ln de valeur absolue de x. Et donc là, c'est soit sur 0 plus l'infini, ou sur moins l'infini, 0. Quoi qu'il arrive, on sait que à l'intérieur du ln, c'est forcément strictement positif, donc je ne peux pas être égal à 0. De toute façon, ici, j'aurais divisé, donc c'est pas possible non plus. Et donc, voilà, je peux aller un petit peu plus loin en faisant ça. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Bien, tout simplement grâce aux propriétés de la fonction ln. Donc si j'ai 1 sur x, j'aurais pu l'écrire aussi moins. Alors, je vais l'écrire autrement. 1 sur moins x. Moins x est donc positif. Si x était négatif, moins x est positif. Et donc à la place de ln de x, j'aurais mis moins et ln de moins x. Avec x appartenant à l'ensemble souhaité dès le départ. Comme ça, ça nous occultait notre problème. Mais si on met ln de valeur absolue de x, on est tranquille. Bon, vous complétez avec ce qui était dans le tableau donné dans le cours, et c'est largement suffisant. Ok. Alors, on peut se dire, tout est beau, sauf que c'est pas tout à fait le cas, et c'est ce qu'on va étudier dans quelques temps avec cette fonction-là. Donc la fonction qui a x s'associe exponentielle de moins x carré. Donc c'est une fonction continue. X carré, ça correspond à la fonction carré, les dérivables, donc elle est continue. Je multiplie par moins 1, ça reste continu. Et donc c'est sur R, et comme exponentielle est bien définie, c'est composé de fonctions continues, donc c'est continu. Donc le théorème en mathématiques dit qu'il existe une primitive. Sauf qu'il n'y a personne au monde qui est capable de donner une expression explicite de cette primitive. C'est un petit peu embêtant, surtout pour faire des calculs d'air, ou comme dans peu de temps on verra des probabilités à partir des intégrales, et donc de cette fonction-là en particulier. Et bien, si on n'est pas capable de calculer une primitive, on ne peut pas calculer l'air, et donc pas de calculer de proba. Donc du coup, pour cette dernière partie des probabilités, ce sera l'utilisation de cette fonction-là, mais à l'aide de la calculatrice. Donc tout est fait pour que ce soit assez simple dans l'utilisation, mais néanmoins c'est basé sur du calcul d'analyse numérique qui va approcher suffisamment loin pour avoir une expression correcte de ce qu'on recherche. Mais personne au monde est capable de déterminer une expression explicite d'une primitive. Et je crois même qu'on est capable de dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc poursuivons avec cette propriété. Donc une propriété toute simple, lorsque, grâce la démonstration se fait grâce à l'utilisation de ce que l'on a sur les dérivés, donc si grand f et grand g sont des primitives respectivement des fonctions petit f et petit g, c'est-à-dire grand f' égale petit f et grand g' est égal à petit g, et bien la somme des primitives, donc grand f et grand g, correspond à la primitive de la somme. La somme des primitives, c'est primitive de la somme. Donc pour la somme, ça marche bien. Tout comme pour les dérivés. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. De même, lorsque je prends un réel lambda, lambda fois grand F sera une primitive de lambda fois petit f. Tout comme lorsque je dérive lambda fois une fonction, je sais que lambda c'est une constante multiplicative, donc on la garde. Par contre, j'ai un problème. Je sais que quand j'ai deux fonctions,
et que je les dérive, la dérivée de f fois g, c'est pas la dérivée de f fois la dérivée de g. Alors c'est f' fois g plus f fois g', donc c'est un mélange de dérivées mixtes, c'est-à-dire sur l'une des deux fonctions, et il y a une somme à l'intérieur. Donc, une primitive d'un produit, c'est le bordel. Donc là, ici, on peut mettre une remarque. Une primitive d'un produit, ça ne fonctionne pas bien. Alors on va voir néanmoins des choses qui vont permettre d'y arriver, en particulier avec cette formule-là. Ici, si c'est de la forme u' fois u puissance n, donc j'ai un produit, je vais pouvoir néanmoins trouver une primitive, parce que c'est spécifique, parce que j'ai la dérivée de ce qui se trouve sous la puissance. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Ou pareil avec l'exponentielle. Mais dans la règle générale, ça ne marche pas bien. Ou pour ceux que ça intéresse, il suffira de regarder ce qu'on appelle l'IPP, l'intégration par partie, ce qui fait partie d'ailleurs du programme de l'année prochaine, du nouveau bac en terminale en spécialité maths. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Et donc, on reste à faire sur ces exemples-là l'utilisation du tableau. Donc, il y a de la place. Et donc, comme vous allez regarder, on va les corriger directement. Et donc, sur la correction des exemples, eh bien, on va commencer avec le premier. L'intervalle, il est donné, hein, pour l'instant, on ne s'en souciera pas, mais on regardera par la suite avec différentes fonctions qui pourraient poser problème. Donc ici, j'ai le début d'un polynôme, puis après un truc avec racine de x, et un truc avec 1 sur x. Donc ça va marcher un peu comme les dérivés des polynômes, donc je vais primitiver x puissance 5, puis moins 4x cube, puis 1 demi de x, puis moins 2, etc. etc. Donc là, l'objectif, hein, c'est de se ramener au tableau. Donc x puissance 5, c'est de la forme x puissance n, avec n égale à 5. Donc j'utilise le tableau directement, sans trop chercher. Puis j'ai moins 4x cube, donc bien j'ai moins 4 fois la fonction x cube. Donc ça, j'utilise la propriété qui est juste au-dessus, hein. Lambda fois une fonction, bien ça correspond à lambda, c'est la primitive de lambda fois la fonction de départ. Donc le lambda, je m'en fiche, hein, je le garde et je primitive le reste. D'où le moins 4, je le garde et je primitive x cube, qui fait partie de mon tableau. Pareil pour un demi de x, je garde un demi et je primitive x, puis après je simplifie. Puis pareil avec moins 2, c'est une constante, donc ça fait partie de la première ligne de mon tableau, m, donc moins 2x. Hein. Puis ici j'ai 3 sur racine de x, donc 3 fois 1 sur racine de x, donc je garde le 3, constante multiplicative, je prends une primitive de 1 sur racine de x. Donc on fait attention, on ne va pas trop vite pour ne pas mélanger primitive et dérivée, hein, c'est ce qui risque de se produire. Donc une primitive de 1 sur racine de x, eh bien c'est 2 racines carrées de x. Si vous avez un doute, dérivez. Comme ça, vous serez tranquille. Et donc j'aurai 3 fois 2 racine de x, donc 6. Et moins 1 sur x, eh bien c'est moins fois la fonction 1 sur x, donc moins ln de x pour une primitive. Donc ce qui donne ceci. Donc je recommence, x puissance 5, ça nous fait x puissance 6 sur 6, moins 4x cube, moins 4x puissance 4 sur 4, hein, pour l'instant je laisse comme ça, sans rien faire de mieux, plus 1 demi de x carré sur 2, pareil ici, moins 2x, et plus 3 fois 2 racine de x, et moins ln de x. Donc évidemment, cette version-là, on ne la laisse pas comme ça, on simplifie. Donc là, pour simplifier, eh bien, on aura le 4 sur 4 ici, qui va donner juste moins x puissance 4, ici, le 1 demi de x carré sur 2 va nous donner un quart de x carré. Moins 2x, c'est simplifié. 3 fois 2 racines de x qui va nous donner 6 racines de x. Et moins ln de x qui reste comme ça. On a bien primitivé pour cette partie-là, puisque x est positif. Là, c'est pas très compliqué. Sinon, on met ln de valeur absolue de x, et puis après, on essaye d'enlever les valeurs absolues. Pour la deuxième, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a le 1 sur x au carré, qui se primitive tout de suite en moins 1 sur x, puisqu'on sait que quand on dérive 1 sur x, on a moins 1 sur x au carré. Voilà, ou alors on utilise la formule du tableau et on l'applique avec la bonne valeur de n.
Et plus, hein, donc il faut que je primitive sinus de x fois cosinus de x. Donc je ne primitive pas sinus fois primitive de cosinus, hein, ça ne marche pas. Puisque quand je dérive, eh bien, je vais avoir une somme qui apparaît, alors que là, j'en ai pas. J'ai juste sinus fois cos. Donc là, il faut que j'essaie de trouver une formule se rapprochant le plus possible de cette formule. Et là, je remarque que la dérivée de sinus, c'est cos. Donc, en connaissant bien mon tableau des dérivées, hein, je retombe sur ça assez rapidement. Dérivée de sinus, c'est cos. Bon, tout comme la dérivée de cosinus, hein, c'est pas sin, mais c'est moins sin. Donc là, on peut rajouter moins sin et encore un moins. On verra ça. Donc, comme sinus fois cos est de la forme u fois u', on identifie ce que vaut u. Donc u, c'est sinus. Et donc, je sais qu'une primitive de u fois u', c'est donc u carré sur u. D'où je mets sinus au carré, et u carré sur 2. U puissance n sur n, ou u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ici, c'est sinus carré sur 2, et donc moins 1 sur x pour le 1 sur x au carré. Donc là, pas de problème sur l'intervalle, donc il ne prend pas 0. Pour le troisième, donc là pareil, j'ai un produit, donc je regarde ce qui se passe, et là je remarque aussi une forme du tableau qui pourrait se présenter, puisque là j'ai une puissance, donc là je pourrais dire que c'est u puissance 2, donc la seule formule qui s'y rapproche, ça serait u' fois u puissance 2. Et donc u serait 3 exponentielle de x plus 1, mais si vous dérivez u, eh bien, vous n'obtenez pas 5 exponentielle de x, vous obtenez 3 exponentielle de x. Et là vous dites, bah mince, c'est foutu. C'est pas tout de suite foutu, hein, non plus. On a un coefficient, une constante, qui manque ou qui diffère. Au lieu d'avoir 3, on a 5. Bien, comme c'est une constante et qu'on a vu dans la propriété que ce n'est pas très dérangeant, eh bien on va forcer la constante à apparaître. C'est-à-dire qu'on va transformer cette expression, l'expression de h. Donc h, on peut aussi la réécrire ainsi. 5 fois exponentielle de x fois 3 exponentielle de x plus 1 au carré. Moi je veux 3, donc celui-ci je l'insère. Donc comme ça j'ai bien fois 3. Et comme j'ai multiplié par 3, bah, c'est plus égal, donc je divise par 3. C'est-à-dire que dans mon expression initiale, j'insère ce qui me manque en fraction 3 sur 3. Je garde expressément cette partie-là qui m'intéresse réellement, et puis cette constante-là, je la garde, et tant pis. Tant pis, parce que c'est pas très grave, étant donné que quand je vais primitiver, le 5 tiers, je le garde, point. Et ça, c'est exactement de la forme u' fois u carré. Exactement. Donc une primitive de ça, eh bien c'est u au cube sur 3, et bien mon u, il est placé là, au cube sur 3, et après je simplifie. 5 tiers ici, le 3 en bas, donc les 3 se multiplient, j'ai donc 9, 5 neuvième fois ma fonction u au cube. Et vous pouvez dériver, et vous pouvez vérifier que ça donne bien la fonction h qui est donnée. Donc voilà, dès qu'on a un problème de coefficient, on l'insère. Si on l'insère, il faut l'enlever, donc l'insérer ici c'est faire fois le coefficient 3, et donc on le divise pour que ça reste égal, sinon on est embêté. Et voilà, le problème qui apparaissait n'apparaît plus. Et la dernière, la 4, donc vous pouvez charger, vous avez un quotient, donc on pourrait penser à u' sur racine de u, il n'y a pas de racine, donc c'est pas ça. Et donc l'autre c'est u' sur u, ou u puissance n, mais j'ai pas de puissance, donc là il n'y a plus le choix, c'est u' sur u. Sauf que u serait 1/2 plus cosinus de x, et quand on dérive 1/2 plus cosinus de x, on n'obtient pas sinus, mais moins sin. Pareil, j'ai un quotient qui me manque, le moins. Donc je l'insère, moins. Donc je le divise, donc, diviser moins 1, c'est pareil que multiplier, donc moins et moins, comme ça j'ai réglé mon problème. Le moins, vous pouvez le voir comme une constante, donc on va le garder, et ça c'est le reste, ce qui est sous la fraction, c'est exactement u' sur u. Donc ln de valeur absolue de u. Alors les valeurs absolues sont importantes, puisque 1/2 plus cosinus de x, on ne connaît pas son signe. Il faut connaître le signe, enfin les valeurs de cosinus de x pour certains x pour savoir où ça se balade. Alors c'est justement donné là. Comme x se balade entre moins pi et moins 2pi sur 3, il faut regarder le signe de 1/2 plus cosinus de x. Alors cosinus de x là-dedans, et bien en fait c'est plus petit que moins 1/2. Donc si je rajoute plus 1/2, ça sera plus petit que 0. Donc ce truc-là est négatif. C'est pour ça que si je ne mets pas les valeurs absolues, c'est faux.
Par contre, si je veux les enlever, eh bien, il va falloir que je transforme 1/2 plus cosinus de x en la valeur absolue de 1/2 plus cosinus de x en moins 1/2 moins cosinus de x. La valeur absolue d'un nombre, quand c'est négatif, il faut prendre l'opposé. La valeur absolue de moins 2, c'est l'opposé de moins 2, c'est 2. La valeur absolue de moins 3, c'est l'opposé de moins 3, c'est donc 3. Donc, quand on a un nombre facile, il suffit de changer son signe, alors que là, ici, bien, pour pouvoir changer son signe, il faut prendre l'opposé. 1/2 devient moins 1/2, et plus cosinus de x devient moins. Ou alors on laisse comme ça. Parce que de toute façon, on ne veut pas travailler avec, on veut s'arrêter là, donc on peut s'arrêter là. Et donc là, on a fait l'expression de chaque primitive de chacune de ces fonctions. Et donc le cours s'arrête là.